Je vais peut-être commencer par me présenter. Françoise Léonardoni, je suis responsable du service, culturel au MAC, Musée d'art contemporain, et dans cette conférence, j'ai la grande joie de revenir à mes anciens sujets autour de la production de livres illustrés et de livres d'artistes que j'ai beaucoup fréquentés lorsque j'ai, travaillé à la bibliothèque municipale, et c'est un retour, très plaisant pour lequel, je remercie beaucoup Sylvie Ramon pour cette invitation aussi dans ce cycle, moi que j'ai grand plaisir à suivre, et en plus, Sylvie m'a proposé, suggéré d'aller, jeter un coup d'œil aux livres, de Matisse conservés au musée des Beaux-Arts. Donc j'ai eu la chance, de les voir. J'ai été conduite, en cela par, Céline Lebacon. J'ai été aussi bien guidée dans la documentation par Eva Pénaud. Donc je remercie toute l'équipe ainsi que Isabelle Duflot qui a suivi ce projet. Alors, on va, peut-être, commencer sur, des questions de définition autour de ce qu'on appelle le livre illustré, puisque ce livre illustré est une appellation moderne. On le date généralement de 1875, mais immédiatement on peut, objecter le fait que, ce rapport, image-texte qu'est l'illustration, eh bien, il a commencé bien avant. On peut par exemple le faire, débuter à la Renaissance, ou même encore avant, dans les manuscrits à peinture. Donc je vous donne, un exemple tout de suite. Ici, donc c'est un texte intéressant parce qu'il a été beaucoup illustré. C'est un texte, religieux, d'analyse religieuse en fait, qui rapproche l'Ancien et le Nouveau Testament, et donc, ici, on a une version, de l'époque des manuscrits ça a été un manuscrit, donc une pièce unique, peinte à la main, et de de ce grand texte, lorsque l'imprimerie a été inventée, on a trouvé plein d'autres éditions dont, voici un autre exemple. Alors c'est, toujours le même miroir de la rédemption de l'humain lignage, et cette, image vient de la collection de la BNF, mais ce livre a été édité à Lyon et il est dans les collections du musée de l'imprimerie. 1478. Donc c'est un livre qui, du coup, bénéficie, des techniques d'imprimerie qui donc, n'existaient pas qu'à un seul exemplaire, à la différence, des manuscrits à peinture, voilà, et donc tout ça pour relativiser cette question du livre illustré. Si on s'en tient simplement au pied de la lettre, on peut imaginer en effet que c'est une appellation abusive. Alors on va essayer de voir quelles sont les racines du livre illustré au sens, moderne, hein, dont je vais parler aujourd'hui. Et ces racines, elles sont au 18e, en fait, lorsque l'édition, mais aussi l'illustration évoluent beaucoup et vont entraîner une grande variété dans la production éditoriale. On est dans la première moitié du 18e, et alors au début du 18e, on a encore les illustrations qu'on peut appeler conventionnelles ou les ornements de type technique. Je vous donne des exemples. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle un bandeau. Alors, le bandeau est ornementé, il est illustré, on peut dire ça. Il y a de l'image, des rinceaux, des motifs floraux. On a également enfin, toute une nomenclature en fait, d'illustration. Voilà, des fleurons qui sont des ponctuations traditionnellement à base de végétaux et de fleurs. On a également l'en-tête qui est, c'est assez subtil, c'est-à-dire que l'en-tête, c'est comme un bandeau, mais c'est figuratif, c'est-à-dire que ça prend, racine dans le texte qui suit. Donc c'est une sorte d'illustration déjà, et puis on a aussi tous les ornements typographiques comme, le cul-de-lampe, en voici un, c'est-à-dire que c'est un agencement d'ornementation abstraite qui sont, souvent en fin de chapitre, en forme triangulaire, d'une forme évasée. Et en même temps, du côté de l'illustration plus figurative, c'est à cette époque, du début du 18e, que va commencer la vignette, hein, c'est l'âge d'or même de la vignette et des vignettistes. La vignette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une illustration en demi-page. Donc en voici des exemples. Là, c'est une édition de Manon Lescaut, un illustrateur fameux, hein, qui s'appelle Johannot, qui a fait d'autres choses très intéressantes. Et donc, ça va peu à peu évoluer à partir de la deuxième moitié du 18e, à partir de 1750, et on va voir, simultanément des changements de différentes natures, et c'est ce qu'on va appeler la seconde révolution du livre. Alors, dans cette révolution du livre, un des éléments importants, c'est qu'on va progressivement, accorder de plus en plus d'importance à l'illustration, et du coup, on va apprécier l'illustration pleine page,
qui sera souvent confiée à des peintres. En voici un exemple, très bel exemple, hein, d'une fable de La Fontaine. Alors vous voyez qu'elle est détachée de la page imprimée, elle est à part et c'est un renard et la cigogne de La Fontaine. Ce sont des gravures que Oudry a travaillées d'après même les dessins qui existent de La Fontaine et c'est vraisemblablement un burin. Alors cette, illustration pleine page, elle va provoquer beaucoup de choses, mais notamment un basculement, dans l'habitude de lecture. C'est-à-dire que quand elle était, dans le texte, avec, ses vignettes, ses culs-de-lampe, elle était en fait intégrée, au rythme de lecture et elle était un ornement, elle était secondaire. La gravure, l'illustration à pleine page, d'abord elle arrête la lecture et puis elle va peu à peu identifier le livre. C'est-à-dire que de plus en plus, il va y avoir cette chose étonnante qui va faire que le texte devient quasiment subordonné à l'illustration et c'est l'illustration qui va être valorisée comme un art, qu'elle est, on peut le dire quand on voit ce genre de gravure quand même, hein. Et peu à peu, même pour les bibliophiles, le texte va devenir secondaire et ils vont acheter, leurs livres précieux pour l'illustrateur et l'illustration. Alors bien évidemment, tout cela est soutenu, hein, par une sorte, on pourrait dire, de politique marketing ou tout au moins, pour le dire avec un terme moins anachronique, de politique commerciale et ça va devenir l'enjeu, hein, pour les éditeurs de romans illustrés puisque le public, également s'élargit, hein, le livre se multiplie, se démocratise. Alors ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a l'aspect des procédés d'illustration qui vont évoluer aussi. On invente, milieu fin du 18e, un procédé de gravure sur bois qui est c'est celui du bois debout, qui va permettre une très grande finesse dans le trait de la gravure, alors qu'auparavant, si vous avez à l'esprit, même dans l'image précédente, hein, les gravures sur bois sont un peu plus grossières. Donc la gravure sur bois debout permet de faire une gravure presque comme un dessin et d'imprimer texte et image en un seul passage. Donc c'est une nouvelle révolution et cette, technique du bois debout, elle est absolument dominée au 19e, on arrive peu à peu au 19e, par la figure, bien sûr, vous imaginez, de Gustave Doré, dont voici un exemple ici. C'est le plus, prolifique, hein, des illustrateurs. On lui connaît plus de 10 000 gravures d'illustration et voici donc ici une illustration des Contes de Perrault, 1862, une illustration pleine page et elle est faite, aussi à partir des dessins du manuscrit d'origine. Donc cela dit, Perrault, imprime sa marque ou son style puisqu'il y a son esprit romantique qui est très présent. Vous voyez cette espèce de dramatisation, l'importance aussi, accordée au paysage et Gustave Doré va toujours, insister sur un caractère émotionnel dans ses illustrations. Donc ce bois debout va être énormément utilisé au 19e jusqu'à ce que, en fait, peu à peu, il soit supplanté par un nouveau procédé, hein, qui est inventé, en 1796, mais avant qu'il se répande, il faudra une trentaine d'années. Donc peu à peu, la lithographie, c'est d'elle que je parle, va, supplanter la gravure sur bois parce que plus, je dirais, plus libre dans la possibilité technique. Alors cette intensification de l'illustration à plein de niveaux va élargir, le public du livre, mais elle va également susciter des vocations d'éditeurs. On va avoir une montée en puissance de nombreux éditeurs. Les plus connus, bah, c'est Augustin Legrand, c'est aussi Firmin Didot, hein, Ambroise Firmin Didot, sur la milieu fin du 19e. Et puis les formes d'édition aussi vont évoluer. En fait, c'est un peu infini l'histoire du livre. Il y a des évolutions, mais en permanence. C'est assez fascinant. Donc la forme éditoriale, toujours avec, une idée un peu commerciale et puis de, rentabiliser ces énormes entreprises très longues de faire des gravures, hein. Pour, tout cela, on va faire 2 types d'éditions. Les éditions abrégées. Alors, évidemment, les littéraires qui écoutent vont hurler, mais c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup, au 19e. On va garder, les aventures principales dans un roman et puis, on va aussi parallèlement développer les éditions de luxe, l'un équilibrant l'autre, sur le plan économique.
Alors, je vous montre une édition de luxe, ce qui est très connu, hein, c'est le Don Quichotte de Gustave Doré. Alors les planches ont aussi été tirées à part, ce qui permet aussi pour les hauts collectionneurs de les acquérir et pour la petite histoire, Hachette va ça c'est 1863 et Hachette va le rééditer à bon marché en 1869, 6 ans plus tard, avec les mêmes illustrations de Gustave Doré, mais sous la forme de livraison, comme une sorte de petit feuilleton toutes les semaines ou peut-être tous les mois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là, plus sur le plan de la diffusion culturelle? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, les romans vont être plus connus, mais ils vont être connus toujours à partir des mêmes scènes. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir, Don Quichotte et son Sancho dans cette image-là avec, les moulins à vent et il va y avoir peu à peu, une très nette création de stéréotypes. Donc en fait, il y a un petit risque, c'est qu'on va avoir une réduction, de l'œuvre littéraire dans sa dimension complète, conçue par, un auteur, et non pas juste, des épisodes, qui seraient plus palpitants. Il y a vraiment tout le projet littéraire qui est un tout petit peu dévoyé à travers cette habitude du 19e. Alors dans tout ce foisonnement éditorial, eh bien, on va voir arriver les débuts du livre illustré moderne, ce qui est notre objet aujourd'hui, qui va un peu réanoblir l'édition et on retient, comme je vous le disais, l'histoire de ce livre illustré comme genre, je vais expliquer pourquoi, hein, à partir de la fin du 19e. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau modèle qui crée ce genre et ce modèle, c'est que, des éditeurs, je vais dire particulièrement, éveillés, vont favoriser le dialogue entre peintre et écrivain ou bien entre peintre et éditeur ou traducteur. Donc le plus souvent, on retient comme premier grand livre illustré Le Corbeau, d'Edgar Poe, qui commence cette longue postérité qui se poursuit aujourd'hui. Alors, donc encore une fois, hein, Le Corbeau n'est peut-être pas le premier, mais comme l'histoire d'illustration le montre, mais ce n'est pas une forme éphémère que ce corbeau, c'est une forme qui va perdurer. Ce n'est pas un événement ponctuel, il est inaugural. C'est pour cette raison qu'il a cette place très importante. Il annonce une lignée très féconde. Alors, je vous passe quelques images. Donc c'est un livre qui, est édité, qui a été, traduit d'abord par Mallarmé. Alors là, vraiment, quand on voit les auteurs de cette édition, on est complètement, effectivement, médusé, hein. Il est édité à 250 exemplaires, ce qui est très peu, hein. Il comporte 6 lithographies de Manet et donc voici, bon ça c'est l'emboîtage du livre et voici, l'ex libris. Alors celui-ci est particulier puisqu'il a une dédicace de Mallarmé. J'ai choisi celui-ci. Je l'ai trouvé en fait dans un catalogue de vente puisqu'il a été à un moment dans la collection de Pierre Bergé. Voilà. Donc, vous imaginez ce que ça doit être d'avoir cet ex libris dans son exemplaire. Ensuite, on retrouve sur cet ex libris quelque chose de très important, stylistiquement pour, saisir l'esprit du livre. C'est ce corbeau, cette silhouette de corbeau en fait qui a les ailes déployées et donc c'est une sorte de rappel à la calligraphie, c'est une sorte d'idéogramme en fait, on dit certains commentateurs. C'est comme un signe en fait au fronton du livre. Alors, ça annonce également, ce côté silhouette, toute l'atmosphère assez irréelle, hein, du texte d'Edgar Poe et c'est un texte qui est assez rigoureusement composé. Il l'a fait suivant une métrique très stricte. Il raconte l'histoire, d'une mystérieuse visite que reçoit, le narrateur qui est très frappé et très atteint, par la mort de son amour, Lénore et donc un corbeau inquiétant, vient se percher sans cesse en haut de sa porte, et il répète inlassablement: «Jamais plus, nevermore, nevermore». Donc la répétition de ces mots plonge le narrateur dans un vrai désarroi qui va frôler la folie, il va même sombrer dans la folie. Voilà.
Alors, pour votre information, vous pouvez le feuilleter, complètement, sur Gallica, la base de livres numérisés de la Bibliothèque nationale. Alors, donc ce qu'il s'agit ici de voir, c'est que ce n'est pas purement, l'illustration d'un texte que Manet, propose à Mallarmé lorsqu'il vient le trouver avec sa traduction, mais il s'agit de composer un livre avec un peintre et d'exploiter pour chacun le maximum des ressources de son art. Alors les illustrations du corbeau, elles ne sont pas fondues dans le texte, comme vous le voyez, elles sont pleines pages, hein, sont adjointes, sont dissociées du texte pour que, les 2 n'interfèrent pas et avec cette idée vraiment de l'autonomie, c'est-à-dire que Manet tient un peu un discours en fait sur le texte à travers ses partis pris, plastiques. Alors pour cette édition, Manet reprend la lithographie qu'il avait un peu abandonnée et Mallarmé va beaucoup apprécier le style de la proposition de Manet en disant que c'est un style japonisant et il dit: «Il est si dense et pardon, et si moderne à la fois». C'est un format très grand que ce livre, hein, 51 par 40 centimètres. Heu Voici une autre illustration. J'espère qu'elle n'est pas trop mangée par, les autres informations de l'ordinateur. Pour moi, elle est un peu coupée. Donc c'est pour vous indiquer comment, hem, Manet va travailler, c'est-à-dire qu'il va ici être dans une forme très allusive. Le corbeau, en fait, c'est une sorte de traînée noire où on a réellement l'impression d'un passage, d'une traversée de la pièce. On ne sait plus ce qui est l'ombre et ce qui est l'oiseau dans ce traitement très, très moderne, presque abstrait en fait, de l'illustration. Donc cette collaboration, dans le livre illustré, ici et plus tard, va toujours, amener chacun, l'écrivain et le peintre, sur, un terrain inhabituel et ça, c'est là que vraiment on va avoir des productions complètement, incroyables dans ce domaine, dans ce petit domaine, du livre illustré. Le 19e siècle donc, on l'a vu, la démocratisation du livre avec ses évolutions techniques, mais c'est aussi cette vague de bibliophilie qui, parallèlement va poursuivre son cours et cette arrivée, intéressante des éditeurs. Alors les éditeurs, fin 19e, début 20e, de livres illustrés, qui sont-ils? Eh bien souvent, ce sont des marchands d'art. Ce sont des éditeurs d'estampes ou bien ce sont des agents d'artistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont maille à partir avec le milieu de l'art, peut-être plus qu'avec le milieu de l'édition littéraire. Alors, après ce grand livre précurseur, il va y avoir de nombreux éditeurs, comme je le disais, mais je vais vous donner quelques grands repères que vous connaissez forcément, hein, au moins de nom, dans le livre illustré moderne. Alors, pour commencer, le plus important en la matière, c'est Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, bah, c'est un marchand d'art qui est originaire de La Réunion et qui arrive à Paris en 1893, donc vraiment à la fin du 19e, qui ouvre une galerie dans laquelle il va, exposer tout de suite Manet et puis Maurice Denis va la visiter, lui envoyer tous ses amis nabis et donc voilà, Vollard va avoir très vite une écurie d'artistes, vraiment pas négligeable et il se trouve que Vollard est absolument passionné d'estampes, de gravure et donc il va inciter tous ces artistes, même ceux qui n'en avaient pas fait, à la pratiquer et son idée, c'est de faire des albums. Donc vous avez ici un exemple d'album, hein, d'album d'estampes qui va être un autre genre d'édition, c'est pas un livre, hein, c'est un album. Donc les estampes sont en feuilles et elles sont rangées à l'intérieur de cette espèce de portfolio. Alors il va en commander à tous ces artistes, alors Bonnard, Cézanne, Maurice Denis, Odilon Redon, Renoir, Sisley, Toulouse-Lautrec, tout le monde va y passer un peu, si je puis dire. Ça, c'est la couverture de sa deuxième livraison. Et c'est une couverture qu'a faite, Bonnard. Voilà, donc il y avait à l'intérieur 32 planches différentes et il a été tiré à 100 exemplaires. Et alors, à partir de 1900, donc très rapidement en fait, Vollard va commencer à proposer des livres illustrés et avec, des très, très grands auteurs. Donc par exemple, ici vous avez, quelque chose de connu aussi, c'est le Parallèlement de Verlaine, illustré
par Bonnard, par des lithographies de Bonnard. Alors c'est bien sûr pas une collaboration ici, mais il y a vraiment cette idée que l'éditeur et le peintre vont travailler ensemble. Vous voyez à quel point il y a une contamination, hein, dans la page entre texte et illustration. J'ai une deuxième vue de parallèlement qui est vraiment très étonnant de modernité. Vous voyez à quel point là on va carrément, Bonnard va complètement, presque recouvrir le texte de ses illustrations. Je peux vous montrer également, toujours chez Vollard, une édition de Sagesse de Verlaine, pardon, illustrée par Maurice Denis. Alors là, vous voyez à quel point la technique de gravure peut influer, c'est-à-dire que là, on est face à des gravures sur bois qui ont une rigidité que, je vous le rappelle, n'avait pas du tout la lithographie qui est tellement proche du dessin à la sanguine. Voilà. Donc Sagesse, elle est, voilà, on a une couverture, avec un cabochon, rectangulaire et 2e vue, pardon, de sa je me trompe avec mes 2 écrans. Deuxième vue de Sagesse, une page intérieure, vous voyez à quel point il y a une géométrisation de la planche gravée qui vient s'insérer d'une manière, très étrange à l'intérieur du texte ou sur la planche du texte. C'est un tirage de 250 exemplaires, donc c'est quand même pas énorme. Il y a 40 exemplaires de tête. On commence à faire les tirages de tête qui servent, qui s'adressent vraiment aux bibliophiles qui sont argentés, qui sont fortunés et qui ont comme, grande, vertu de permettre à l'éditeur de rentrer dans ses frais. Autrement, le coût de ces tirages sur 250 exemplaires serait absolument exorbitant, il n'arriverait pas à les écouler. Donc les tirages de tête comportent des enrichissements. Là, par exemple, il y avait 40, gravures sur Japon ancien et il y avait également une suite sur papier Hollande de tous les bois, en couleur. Parce que vous voyez que c'est une gravure en couleur. Autre éditeur immense de l'époque, c'est évidemment Kahnweiler, vous le connaissez comme galeriste, bien sûr. Alors Kahnweiler, c'est le galeriste qui va notamment découvrir les cubistes, hein. Et ici, vous avez, une vue de l'Enchanteur pourrissant d'Apollinaire, illustrée par Derain. Alors nouvelle approche de la gravure sur bois. Ici, c'est présenté horizontalement, hein, mais ce n'est pas, le livre n'est pas un livre à dépliant, c'est juste ma présentation qui est ainsi. Il y aura 32 bois gravés, dont 12 qui sont hors texte et le reste, les 20 autres, sont dans le texte et ça sera tiré à 106 exemplaires, ce qui est très, très peu, signé à la fois par l'auteur et par l'artiste. C'est un in quarto, donc c'est un format assez petit. Je vous montre une double page ici. Où on voit, où le texte prend une forme de cul de lampe. Il y a tout un tas de références finalement à l'édition, traditionnelle, mais ils s'en amusent, hein, et le vrai cul de lampe, à la fin, en fait, c'est une vignette. Voilà, donc ils ont inversé les formes. Il y a tout un jeu d'érudits un peu sur l'édition. Alors cette double page, et comme la précédente, nous montre aussi, l'intérêt de Derain pour l'Afrique, mais également pour les bois gravés, de Gauguin, hein. Et ce ne sont pas des gravures, strictement illustratives du texte. Alors vous voyez que ces bois, ils sont gravés, bon, à large trait, hein, c'est pas du bois debout, c'est vraiment du bois de fil. Ils utilisent le noir et blanc, en fait, d'une façon complètement, imbriquée, pardon. On le voit plus ici, c'est-à-dire qu'il y a presque autant de noir que de blanc, notamment dans l'illustration de droite. Et donc c'est, vraiment une sorte de démarcation très nette de Derain, par rapport, au bois du 19e qui avait cherché à imiter la finesse. Lui, il joue au contraire vraiment sur le langage qui est permis par cette gravure et il en use en fait, hein, il le pousse plus loin, il joue vraiment sur les aplats noirs et blancs. Voilà pour cette très belle, édition encore. Heu, je continue, dans les éditions en allant un peu à pieds joints, bien sûr, hein, je suis obligée de faire des choix. Derain a fait des livres avec Skira, hein, ce à l'époque jeune éditeur, suisse. Alors d'autres éditeurs de l'époque, il y a Édouard Pelletan, Aimé Mag qui commence aussi, Michel Broutat qui est une galeriste parisienne très connue et puis il y a aussi les fameux libraires que sont Nicaise à Paris et Matarazzo à Nice, Antoine Matarazzo à Nice et puis, pour, la Suisse, il y a de très grands éditeurs comme encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. On va, regarder un tout petit peu des éditions de Gérald Kramer que j'ai choisies parce qu'il y a des livres
complètement phare, hein, complètement emblématique. Alors, il a fait vraiment des choses magiques, Gérald Kramer. Donc ici, c'est 1913, c'est la prose du transsibérien de Sandrard, illustrée par des pochoirs de Sonia Delaunay. C'est, à ma connaissance et dans ce que j'ai pu lire, le premier livre abstrait et c'est aussi un Leporello, c'est-à-dire un dépliant. 60 exemplaires. Là, on commence à atteindre des tirages de plus en plus faibles, hein, la bibliophilie monte en puissance et aussi, les difficultés d'édition, hein, les difficultés techniques. À chaque fois, c'est de plus en plus compliqué, donc on fait moins d'exemplaires. Je peux vous montrer aussi, une illustration de, Miro, alors je me trompe d'ordinateur, pardon, de Miro, toujours chez Kramer, hein, qui illustre Éluard à toute épreuve. Alors il y a eu aussi des éditions des planches de Miro, séparées. Du coup, vous les connaissez peut-être en tant qu'image ou même certaines sont passées dans des posters. Voilà, 130 exemplaires sur Arches, tous les exemplaires signés, heu, voilà. Et puis, on va aborder maintenant, rapidement, Thériade, qui est un immense éditeur, de livres d'artistes. Thériade, c'est un illustrateur d'origine grecque qui a un nom, son nom véritable est compliqué, c'est Elphéstratios Elphériadès. Voilà, on le connaît vraiment que sous ce nom de Thériade. Et alors, il est, critique d'art. Il va faire, ses études à Paris, d'une famille, argentée, de Grèce. Il devient critique d'art. Il va fonder la célèbre revue Verve et il attend 1943 pour se lancer dans ce qu'il appelle les livres d'artistes. Alors, pardon pour mon côté maniaque, mais c'est pas tout à fait le vrai mot, mais, il a des raisons de dire livre d'artistes parce que pour lui, chaque livre dans ses éditions, dans sa politique éditoriale, chaque livre est fait par un seul artiste et il va le concevoir entièrement. Alors ces artistes, c'est, Matisse, qu'on va un peu plus approfondir, Chagall, Picasso, Léger, Rouault et j'en passe, hein, voilà. Alors chacun de ces artistes peut aussi avoir fait des livres chez d'autres éditeurs, bien évidemment, hein. Voilà. Alors, il va faire, un livre avec, Giacometti, avec Talquat également et il va, quand même Thériade éditer jusqu'en 1975. Alors je vais vous montrer, l'un des plus célèbres, c'est, le Chant des morts de Reverdy, illustré par Picasso. Voilà, Picasso va rentrer ses lithots rouges 1948 et bon, Picasso est un très grand auteur de livres illustrés. Il en fait 84. On en compte 84, voilà, il est un peu concurrent avec Matisse là-dessus. Hem et c'est par Thériade que je vais arriver, à Matisse et à ce dont le musée des beaux-arts, est dépositaire, ce qu'il possède. Alors Henri Matisse, avec Thériade, va avoir une relation très, très intense. C'est plus qu'une relation d'éditeur, c'est vraiment des entretiens, des correspondances et on a l'impression en lisant que Thériade sait parfaitement poser les questions qui vont conduire Matisse à expliquer son procédé créatif. Donc c'est, absolument, fabuleux comme archives qu'ils nous ont laissées. Thériade avait, je pense aussi vraiment le sens, de l'importance des mots indiqués par les artistes puisqu'il a même fait des enregistrements de Matisse. Il a enregistré sa voix qui vont donner des éditions de livres et d'entretiens, vraiment extrêmement, lumineuse. Alors, l'histoire de l'arrivée alors merci, aux collègues du Musée des Beaux-Arts, hein, pour la documentation et Matisse est opéré en 1941, d'une très grave opération à Lyon et cette opération, contre toute attente, va réussir et il parle même d'un miracle, voilà. Il a, donc une sorte de résurrection, c'est les mots qu'il emploie et il va avoir, une ardeur nouvelle au travail quand il ira mieux et cette ardeur nouvelle, comme il est quand même beaucoup alité, beaucoup assis, va beaucoup s'illustrer dans le dessin et également dans le livre et donc à mesure
heu, reconnaissant en fait et certainement sur des contacts qu'il a eus, il va envoyer à mesure au Musée des Beaux-Arts de Lyon des livres qu'il aura fait avec, à chaque fois un envoi autographe destiné au musée lui-même et donc le musée aujourd'hui possède une série de 9 livres illustrés avec un envoi de Matisse signé, voilà et il a aussi offert une série de 6 dessins dans un al qui sont les originaux d'un album qui s'appelle Thèmes et variations, une série de dessins. Donc donc Matisse, à ce moment-là, donc c'est un trésor de guerre, hein, que possède, le musée des Beaux-Arts. Matisse, à ce moment-là, dessine beaucoup donc, comme je vous le disais et ça va lui provoquer une sorte de passion parce que c'est un renouvellement de sa création et c'est à entre 42 et 54, la date de sa disparition, qu'il va, produire presque la totalité de ses livres. Alors proportionnellement, comme il y vient tard, il est, effectivement aussi prolifique que Picasso et certainement moins rapide également dans son travail. On va voir qu'il est d'une exigence, énorme et que, il va faire énormément de dessins préparatoires. Alors, à chaque fois, ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir combien, Matisse va s'imprégner du texte qu'il a choisi ou qu'on lui a proposé, avant de concevoir l'illustration et chaque illustration va être très adaptée, très créative aussi. Il va chercher non pas lui non plus à illustrer à proprement parler et beaucoup il va chercher à s'inscrire dans le rythme du texte, dans sa musicalité et aussi bien sûr, dans son atmosphère. Alors je vais vous les présenter d'une manière qui ne sera pas chronologique parce que, il y a pour moi un intérêt plus grand à les présenter sur un mode d'évolution stylistique. Le premier a été fait en 1950. Ce sont les poèmes de Charles d'Orléans. Donc il a, trouvé ce texte et il s'est épris de la poésie de Charles d'Orléans qui qui parle à Matisse par sa simplicité. Et du coup, il va d'abord les lire et les relire. Il va même écrire à son ami Rouvert que, chaque matin, lire un poème de Charles d'Orléans, ça équivaut à prendre une bouffée d'oxygène, comme quelqu'un qui ouvre sa fenêtre et qui respire. Je trouve ça très beau ce rapport qu'il a, à l'écriture. Alors voici, la couverture qu'il en propose. Donc c'est quelque chose qui est, Rouvert lui répond, la lettre est dessin et le dessin est lettre et c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'au fond, il y a très peu de différence dans le traitement cursif de l'écriture ou du dessin dans cette édition. Donc ce livre, sur les poèmes de Charles d'Orléans, donc c'est lui qui les choisit. C'est pas du tout dans l'ordre, où Charles d'Orléans les a écrits. C'est vraiment quelque chose de très subjectif, c'est l'œuvre de Matisse et il comporte 100 lithographies, en comprenant tout, hein, aussi bien les ornements que les hors-texte. Il est tiré à un bon nombre d'exemplaires, à 1200 avec, 30 hors commerce. Les hors commerce, comme je le disais, vont servir à financer parce qu'ils vont être enrichis de tirages particuliers, vont servir à financer le reste du tirage et en fait, il sort en 1950 alors que Matisse commence à lire Charles d'Orléans en 42, alors qu'il est encore, assez fatigué et vous voyez, quand on parle d'imprégnation, c'est pas rien, c'est-à-dire que, j'allais dire à cette époque-là, ça a l'air d'être critique. En tout cas, chez Matisse, la durée est un facteur actif de la création. Je trouve que c'est extrêmement visible et important et je pense que c'est, important d'une manière générale dans les manières de créer. C'est une remarque personnelle. Alors, ensuite on va voir, comment il traite, Charles d'Orléans. Il se rapproche de sa personne. Il a été quand même emprisonné 25 ans en Angleterre. J'avoue que je n'avais jamais lu Charles d'Orléans, donc j'ai pris de la documentation. C'est une culture, superficielle de ma part, mais en tout cas, je vous la livre. Charles d'Orléans, donc enfermé 25 ans en Angleterre, voilà. C'est là qu'il, développe sa poésie, donc
comprendre que ça a un rôle dans sa vie. Et alors, alors Matisse veut faire un portrait, parce que d'abord, dans les livres, il aime beaucoup mettre des portraits, Matisse, et il veut faire un portrait de Charles d'Orléans. Et peut-être est-ce dû à la biographie, à l'absence si longue de Charles d'Orléans, il n'y a pas de peinture où il est représenté. Alors du coup, Matisse va s'inspirer, va se documenter, chercher tous les portraits des gens de sa famille. Voilà, et donc il va, en tirer une sorte de typologie, de la famille des Bourbons, et il va faire ce portrait-là, cette proposition-là, heu, que je trouve, vraiment intéressante parce qu'il y a quand même une très forte idée, heu, d'interprétation audacieuse, de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est cette émancipation de l'illustration simple, hein, qui est très présente dans le livre illustré moderne, voilà. Donc je vais vous montrer une double, alors là, vous avez la page titre, oui, donc sur laquelle Matisse intervient en plusieurs couleurs, et où, on a cette grande vie dynamique. C'est même pas horizontal, quoi. On est dans quelque chose qui est entre, l'écriture et le dessin, comme je l'ai déjà dit. Je me trompe de Alors voici, quelques doubles pages, qui sont, à l'intérieur du livre. Alors ce qui est remarquable aussi, hein, c'est que les poèmes, 40 poèmes que Matisse choisit, eh bien, il va les transcrire à la plume et à l'encre de Chine. Il va les écrire à la main, et ce qui va poser beaucoup de problèmes techniques, pour l'éditeur c'est Thériade qui va finalement, décider de le faire, mais ça va être, extrêmement compliqué parce que le souhait des 2 qualitatif, c'est que la légèreté du trait de crayon de couleur et de la plume soit bien restituée. Donc, bref, ça c'est des débats techniques, mais ils vont chercher un sacré moment. Alors, voilà une autre double page qui arrive ici, 3 doubles pages. À nouveau, on voit ces espèces d'arabesques, voilà. Il, remplit il remplit des pages avec des fleurs de lys un peu oiseau, hein. On retrouvera cette forme Osselet dans d'autres livres, et pourquoi? Parce que Charles d'Orléans, avec sa vie très malheureuse, était, le neveu de Charles VI, c'était un fils du duc d'Orléans, voilà. Donc il veut, restituer un peu cette, noble extraction, et alors, ici, dans la 2e double page, vous avez à droite des petits lapins. Je pense que vous les distinguez, j'espère. Tout simplement parce que c'est, un texte du 15e, et que Matisse, ayant regardé les manuscrits, d'abord traite tout l'ouvrage comme un manuscrit, et s'aperçoit que dans les manuscrits à peinture, souvent les illustrateurs ajoutent des petits lapins. Donc il fait une planche avec des lapins, c'est comme un manuscrit moderne en fait, plein de petites références de ce style-là. Voilà, donc ça, c'est un livre. Ce livre, il est, dans une certaine forme de dessin, écriture, et vous allez voir à travers les 3 exemples qu'on va détailler, à quel point Matisse, réfléchit à sa mise en page et n'est pas dans l'illustration, simple. Alors maintenant, nous allons, examiner Pasiphae. C'est un texte de Monterland, c'est une tragédie, grecque, voilà, qui est tirée des Crétois. Et l'éditeur ici est Martin Fabiani, c'est l'exemplaire du Musée des Beaux-Arts qui est ici présenté. Heu alors, vous avez la couverture fond bleu qui est, traitée à la linogravure pour avoir le trait, blanc par Matisse. Alors, heu, tout le livre va être traité en linogravure par Matisse, et en fait, la linogravure, elle est parfois, dans certaines collections, considérée comme, quelque part, la gravure sur bois du pauvre, parce que le lino est plus tendre à creuser, donc voilà. Alors Matisse réhabilite vraiment la linogravure en disant: «Non, non, mais la linogravure n'est pas la gravure sur bois, elle ne rend absolument pas les de la même manière les aplats». Les aplats chez Matisse sont très importants, vous le savez, en peinture, mais vous allez le voir de plus en plus dans les livres également. Et du coup, la lino permet d'avoir ces plages unies,
uni et uniformisé, qu'on peut ancrer diversement, comme vous voyez là. C'est pas un ancrage très gras, très chargé, qui donne une forme de transparence à la couverture. Donc les qualités propres à la linogravure sont il est très attaché à elle et elles lui permettent aussi de faire des figures blanches sur un fond. Donc ce qu'il aime particulièrement, voici, pardon, 2 doubles pages ici de ce livre, merveilleux qu'est Pasiphae. Vous avez, à droite, ce qu'on a vu tout à l'heure au 18e, c'est-à-dire, c'est pas le vrai bandeau, c'est plutôt une en-tête. C'est entre la vignette et l'en-tête, parce que c'est, plus grand et c'est illustré. C'est pas juste un motif floral. Donc, voilà comment, tout au long de ce livre, Matisse va faire des références à l'histoire de l'illustration. Sur l'autre double page, sur les 2, vous avez aussi des lettrines, hein. Sur tout le livre, il va, faire des lettrines. Il a cherché beaucoup le bon rouge. Il a opté pour ce carmin pour l'équilibre, visuel de ces doubles pages, hein. Il les traite, comme des peintures. Heu, voilà, et puis vous remarquerez que chaque gravure, hors texte, c'est-à-dire comme ici la gravure pleine page, va être accompagné d'une ligne de texte qu'il va typographier, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus qualitatif dans l'impression du texte, et ce ce texte va faire un lien avec le texte de la page opposée. Il va le reprendre ou le résumer ou indiquer de quoi il s'agit. Je voulais vous montrer une gravure, isolée parce qu'il y a un si beau mouvement, dans cette série de Lino. Là, on le voit un peu mieux. Voilà, c'est vraiment heu, l'enlacement, mais aussi, une série de courbes et de contre-courbes, et puis avec, ces petites interruptions dans une ligne même, ici dans un corps, hein, que Matisse ménage beaucoup dans la lino, au bout des cheveux également, des petites, choses qui rendent, une vibration dans le dessin, qui n'est pas juste de la courbe pour la courbe. Je peux vous montrer également une autre page qui elle, montre cette, conception avec un nouveau bandeau, ultra géométrique du livre complet, de Matisse. Vous voyez la différence, avec le précédent, complètement, avec Charles d'Orléans. Et alors, à la fin, on a presque un résultat, architectonique. C'est ce qui a été en tout cas, écrit et commenté, avec toujours ce rouge carmin pour des lettrines qui sont assez géométriques, hein, alors que la lettrine est parfois le lieu de toute une efflorescence. Lui en fait des traits, modernes et géométriques. Une autre double page maintenant, alors où on retrouve, un peu, ce rythme, la ligne typographique en dessous, la gravure pleine page que je vous montre en détail, ici, pour le plaisir, et je termine par l'envoi autographe, de l'exemplaire du Musée des Beaux-Arts de Lyon, que vous avez ici. Je l'ai repris parce qu'il est peu lisible. Hommage au Musée de Lyon, Henri Matisse, Vence, juin 44. Et ça, c'est le colophon de l'exemplaire du Musée des Beaux-Arts, c'est-à-dire l'endroit où on explique toutes les personnes qui sont intervenues dans la gravure, dans l'impression, dans la typographie, dans l'édition, et qui est l'endroit où il y a le nombre d'exemplaires et la signature. Voilà. Là, c'est la signature, bien sûr, de Matisse. Alors, on ne peut pas parler des livres, illustrés de Matisse sans parler de jazz. Jazz est dans une, certaine forme, au Musée des Beaux-Arts, dans une forme sublime au Musée des Beaux-Arts, parce que jazz a connu une édition, complexe, non pas compliquée, mais complexe. Alors, voici l'étui de jazz. C'est l'étui du Musée des Beaux-Arts. Comme vous le voyez, c'est un étui qui ressemble à un album de gravure, comme Vollard en faisait par exemple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait, Matisse travaille pendant 5 ans sur, jazz, et il va y avoir une double édition sous la forme de livre avec un texte chez Thériade, donc c'est un texte de Matisse, écrit par Matisse, et puis il va y avoir, ces planches ont tellement été, soignées techniquement qu'il va y avoir une édition très petite de 100 exemplaires de l'album avec les planches séparées.
C'est du très grand format. Je vous retrouverai le format tout à l'heure, au fil de mon commentaire. Et donc le musée des Beaux-Arts possède l'ensemble, des planches, des 20 planches du livre jazz qui sont séparées. Une partie d'entre elles est exposée actuellement dans l'exposition «Comme un parfum d'aventure» au MAC. Alors, comment est-ce que Matisse travaille pour Jazz? Alors d'abord, au départ, il veut travailler sur le thème du cirque et il, trouve comme idée de travailler dans des papiers découpés, une manière que l'on connaît, et il va simplement très vite dans sa discussion, avec Thériade et avec d'autres, se dire: «Mais je ne vais pas prendre des papiers colorés qui existent dans l'imprimerie. Je vais les gouacher, je vais choisir mes couleurs et éventuellement les mélanger, les choisir moi-même». Donc il va d'abord, préparer ses papiers, puis découper dedans et les disposer sur un format blanc. Donc c'est un travail long et dans la question du cirque, il va être, très libre. Il va y ajouter des réminiscences de son voyage à Tahiti. Il va y avoir aussi une allusion à un spectacle des Folies Bergères, voilà. Et puis, en fait, il, veut l'appeler le cirque et comme, Matisse est toujours, proche de la méthode créative plus que de l'illustration, il se dit: «Au fond, il y a une grande partie qui a été dans une forme d'improvisation et de liberté». Donc il opte pour le titre jazz qui, qui révèle davantage cette question de l'improvisation et de la liberté. Liberté très concentrée parce qu'on imagine ce que c'est de découper. Alors, on a à nouveau, cette idée, de manuscrit à peinture moderne, hein. C'est vraiment Thériade adorait ça aussi, il encourageait beaucoup et il va dire à Matisse: «Bah, puisque vous prenez, puisque vous faites de la gouache, allez-y, prenez toutes les couleurs disponibles, ne vous limitez pas et on verra après, comment on va faire pour l'impression». Donc, évidemment, Matisse, ne se limite pas et Thériade va chercher pendant plusieurs années le bon procédé pour rester fidèle à cette effusion chromatique très, très subtile. Même si ce sont des couleurs vives, il y a une subtilité dans les tons qui ne sont pas des tons francs. Donc ils vont finalement, créer des pochoirs, revenir faire des pochoirs sur les formes découpées par Matisse et dans ces pochoirs, ils vont utiliser directement la gouache, au lieu d'utiliser l'encre d'imprimerie, ce qui n'est pas sans risque sur le plan, éditorial puisque sous presse, il faut une encre grasse plutôt, donc ça va être un nombre d'essais très important. Ça c'est l'aspect un peu, technique. Donc Jazz, je vous l'ai dit, a une double édition, le livre et l'album, de pochoir, d'estampes, voilà. Alors Matisse fait une sorte de sommaire. Il fait une table des images qui est dans l'album des estampes et ça c'est celle du musée des Beaux-Arts. Chaque, planche est en quelque sorte stylisée, synthétisée, abstractisée. Je trouve que c'est très, très beau et il met, le titre, ou la description à côté, ce qui nous aide bien parce que c'est pas tout à fait évident de reconnaître les intentions, de chaque image. Alors maintenant, on va voir le livre que voici. Donc là, voilà, la couverture. On a les 2 plats qui sont posés côte à côte. La couverture est manuscrite comme vous le voyez. Il y aura dans le livre 20 planches, les 20 planches en couleur, dont 15 sont des planches doubles. Le livre est tiré à 250 exemplaires sur velin d'Arche, plus 20 hors commerce qui sont numérotés en chiffres romains et tous les exemplaires, tous, sont signés. Alors, je vous fais passer quelques vues du livre pour que vous ayez aussi une notion de ce qu'est le texte dans ce livre. Alors, c'est un texte qui est à nouveau manuscrit, mais vous voyez à quel point Matisse va déborder pour ne plus ménager de marge. Donc c'est à nouveau un texte qui a une autre fonction. Il a, et d'ailleurs Matisse le dit dans ses conversations avec Thériade, c'est que d'abord c'est une prose, il dit qu'on pourrait même ne pas le lire. Donc on voit bien qu'il a une autre fonction, prose un peu libre, un peu improvisée à nouveau. Et ce texte pour lui viendrait
comme un fond sonore, il écrit qu'on lira ou qu'on ne lira pas, mais qu'on verra. Donc c'est, un rapport visuel qu'a ce texte-là et il dit: «C'est comme une espèce d'emballage à mes couleurs». Donc c'est un valeur de sabre, par exemple, hein, qui est vraiment fait avec des aplats, de couleurs qui sont de valeurs très denses, très proches. Il l'éteint en quelque sorte ou il l'accompagne avec quelque chose qui serait censé le calmer par la question du graphisme. La planche suivante nous montre bien que Matisse extrapole l'idée du cirque puisque c'est un Icare qui est ici et à nouveau, très très saturé de couleurs et qui est, calmé, on pourrait dire ça comme ça, accompagné par ces énormes écritures, manuscrites que Matisse, surjoue un peu. Voilà. Et il dit que c'est, pour lui, ce texte, il est comme, comme c'est de la même manière qu'on entoure un objet précieux avec des copeaux pour pas pour qu'il soit protégé. C'est la même chose. Le texte a cette valeur de copeaux. Je trouve que c'est très parlant. Et puis, je voulais vous montrer également un lagon ici. Puisqu'on a dit qu'il y avait dans ce livre, ça c'est une double page, dans ce livre, des réminiscences de ses voyages et de beaucoup de choses, comme ça, donc voilà, le lagon. C'est une autre extrapolation et puis je voulais vous montrer les Kodomas, c'est-à-dire que c'est une figure de trapèze et les trapézistes sont ces espèces d'asticots jaunes que vous voyez là. Donc vous voyez à quel point c'est un prétexte fabuleux à sautiller dans le format et à, jouer avec les ciseaux et les mouvements. Voilà, je voulais vous montrer aussi alors, là à nouveau on rentre dans une autre dimension plus du conte. C'est un enterrement de Pierrot qui est presque joyeux. Voilà ici, le violet qui a donné des sueurs froides, aux imprimeurs. Il a fallu que Linel, le fabricant de gouache, en fabrique un spécial parce qu'il ne marchait pas. Toutes les couleurs ont fonctionné dans leur technique de pochoir sauf le violet. Ça, c'est un peu comme, aujourd'hui les aléas parfois de nos connexions. Là, c'est les aléas chimiques de la couleur. L'enterrement, de Pierrot donc, en double page et puis, très connu aussi, beaucoup décliné en poster, le cauchemar de l'éléphant blanc. Alors ce cauchemar, il est intéressant à plus d'un titre parce que, heu, vous savez ou vous imaginez bien que Matisse n'était pas du tout proche des surréalistes, en tout cas sur le plan du style et du projet créatif. Ils ont eu des mots, pas très sympathiques, voilà. Même si après il a même collaboré à Minotaure, mais c'était à travers là c'est une revue surréaliste, c'était à travers l'entremise de Thériade et à un moment donné, on peut imaginer qu'il y a une petite imprégnation puisque Matisse, illustre un cauchemar, donc un rêve, ce rapport qu'avaient les surréalistes avec le rêve. Voilà, donc c'est aussi à ce titre-là que ce cauchemar de l'éléphant blanc est vraiment intéressant et puis je vais, terminer ce tour d'horizon, avec, cette autre double page dans laquelle Matisse vient, un peu à la manière d'Alechinsky, réenchâsser un cadre autour de son image, une sorte de marge décorée qui comporte cheval, écuyère et clown et qui ne sont pas spécialement, faciles à distinguer. Alors, pour ce tour d'horizon, j'ai terminé aujourd'hui, mais je suis bien entendu, tout à fait, présente, à vos questions. Voilà. Je vous remercie.